Le mois de mars ne nous apporte pas seulement le printemps, c'est aussi le mois de la nutrition, le mois de la francophonie et le mois qui souligne la Journée internationale des femmes. La Société Santé en français a souhaité s'entretenir avec une femme, native et fière acadienne de la région évangéline de l'île du Prince-Édouard, parce qu'elle a baigné tout au fil de sa vie dans ces trois milieux, les femmes, la francophonie et la santé. Colette Arsenault, bonjour. Bonjour Nathalie. Parlez-nous un peu de votre implication auprès des femmes. Qu'est-ce qui a été la bougie d'allumage de cette implication? En 11e année, le professeur nous a demandé qu'est-ce qu'on voulait faire après notre secondaire. J'ai dit charpentier. La réponse naturelle était non, tu ne peux pas faire ça, c'est un dossier, un métier réservé aux hommes. Quand j'ai dit à ma mère que je voulais aller à l'Université de Moncton pour suivre mes études, la réponse était, est-ce que tu ne pourrais pas aller au collège Harlan prendre un cours de secrétaire comme ta sœur? Et j'avais une amie qui s'en allait à l'Université de Moncton en 1972, qui était en administration et elle était la seule femme en administration dans le temps. Ce n'était pas normal pour les femmes de s'en aller dans la gestion des affaires dans le temps. Et elle s'est fait moquer beaucoup d'elle. Mais c'est quand j'ai commencé à travailler avec Action Femmes en 99 que j'ai vraiment trouvé l'inégalité qui se passait, les inégalités dans le sens que les hommes et les femmes, on n'est pas nés sur le même pied d'égalité. Il y a toute une différence pour l'accès aux services, pour les emplois, les conditions de travail et autres. Et là, j'ai devenu la voix francophone auprès des organismes anglophones à l'île du Prince-Édouard, comme Women's Network, le Conseil consultatif du statut de la femme, le comité du Premier ministre contre la violence familiale et autres. Alors, j'étais la voix francophone, celle-là qui rapportait les besoins, l'importance d'avoir des services en français. Et au niveau atlantique et au niveau national, j'ai devenu la voix française des femmes acadiennes et francophones de l'île du Prince-Édouard pour défendre les services qu'on avait besoin en français ici à l'île. Au niveau des organismes francophones qui travaillaient à l'île du Prince-Édouard, il n'y avait pas beaucoup de représentation francophone dans le temps. Alors, une fois que j'ai fait ma marque, il me demandait de siéger à différents comités de travail pour l'avancement des projets ici à l'île du Prince-Édouard. Qu'est-ce qui vous a amené à faire le saut des femmes vulnérables vers l'alphabétisation? Dans le temps, Action Femmes, on dépendait beaucoup des projets du gouvernement fédéral, alors de l'Agence de santé publique, de patrimoine canadien et autres. Avec le gouvernement fédéral qui était en place, il y avait commencé à avoir beaucoup de coupures des fonds disponibles pour des projets pour les organismes qui travaillaient pour le mieux-être des autres. Étant monoparentale, 3 enfants sous ma charge, j'avais besoin d'une sécurité d'emploi et la société éducative avait créé un département de la formation continue où Élise Arsenault, avec qui je vais travailler au Centre de santé communautaire Évangéline avec sur des projets de collaboration. Et je me joins à elle pour continuer des projets à la société éducative. Parlez-nous un peu de comment vous voyez que l'alphabétisation contribue à une meilleure santé des femmes et des familles. Ceux qui n'ont pas un niveau d'alphabétisme pour comprendre toute l'information qui est diffusée, qui ne savent pas où aller chercher de l'information, qui ne savent pas comment comprendre l'information, c'est très difficile pour eux
d'être capable de prendre leur santé en main et de poser les bonnes questions. Ce COVID-19 nous a vraiment démontré toutes les inégalités qu'ils avaient. Tout se fait en ligne, mais moi, avec un degré d'université, j'ai trouvé ça très difficile de faire mes demandes en ligne pour le supplément garanti et l'accès à d'autres services du gouvernement. C'est pas facile de comprendre toute cette information-là. Pour les personnes qui ont un niveau d'alphabétisme moins élevé et qui n'ont personne pour leur aider à passer à travers du système, ça devient très, très difficile pour eux d'accéder à tous ces services qui sont faits dans le cadre de la technologie. Et de plus en plus, c'est ça qui va arriver. Vous avez écrit de nombreux documents. Avez-vous le goût de nous parler un peu de quelques-uns de ces documents-là que vous avez écrits et pourquoi peut-être vous avez ressenti ce besoin-là d'écrire des documents? Une femme m'avait raconté que sa mère avait été diagnostiquée avec le diabète du type 2 et elle était allée à une rencontre sur l'alimentation et elle n'avait rien compris parce que tout se passait en anglais. Même si nos personnes sont bilingues, quand on parle de la santé, on parle de comment exprimer nos émotions, nos besoins. C'est très difficile d'exprimer ça dans une autre langue. C'est difficile de les exprimer dans sa langue, mais de traduire et de trouver les bons mots dans une autre langue, c'est presque impossible. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que j'avais développé l'outil Prévention du diabète et l'outil était des entrevues avec des membres de la communauté qui avaient été diagnostiqués avec le diabète. L'autre livre qui revient toujours sur la table, c'était le livre de prévention de la violence familiale pour les femmes victimes de violence. Et ce livre-là, à tous les 2 ou 3 ans, je reçois des demandes encore pour où est-ce que je peux avoir des copies de ces livres-là. Les organismes communautaires qui travaillent dans le secteur de la violence familiale l'utilisent encore beaucoup. Je suis bien contente que cet outil-là fait encore sa marque. Vous avez beaucoup travaillé pour la promotion de la santé, du mieux-être des femmes, des familles. Est-ce qu'il vous arrive parfois que les gens vous arrêtent et vous remercient pour le travail que vous avez fait? Disons que j'ai des souvenirs de petits cadeaux que les gens m'ont donnés au cours des années. Et actuellement, presque tous les petits cadeaux sont des petits anges où les gens vont dire « Ah oui, c'est vrai, tu étais mon professeur dans le temps où tu m'as aidé à avoir un emploi, où tu m'as aidé dans tel ou tel domaine. » Les gens vont me remercier publiquement dans ce sens-là. Là. Et je l'apprécie beaucoup que j'ai pu faire une petite différence dans leur vie. Pour moi, c'était le plus beau cadeau. Colette Arsenault, au fil de toutes ces années, vous avez vu des améliorations, des changements au niveau des services de santé en français pour les gens de l'île du Prince-Édouard. C'est sûr que dans les années quand mes enfants étaient jeunes, il n'y avait pas de service en français ou presque pas. J'ai accompagné ma fille à l'hôpital et elle avait une chirurgie pour les amygdales et je leur ai demandé pour un service en français quand ils sortaient de la salle de chirurgie et ils ont dit non, on n'a personne. J'ai dit alors vous allez venir me chercher. Ils ont dit non, on ne peut pas faire ça. J'ai dit mais elle ne va rien comprendre. Alors vous avez le choix. Vous avez une personne francophone ou vous venez me chercher. 5 minutes après, il y avait une personne francophone à côté de moi. Au cours des années, c'est sûr que
il y a eu une plus grande sensibilité aux besoins des francophones. Quand j'ai accompagné ma mère à plusieurs rendez-vous à l'urgence et à l'hôpital, parfois, je demandais la permission au médecin, est-ce que je peux prendre une minute pour expliquer ça à ma mère en français. Les médecins en général étaient comme très bien avec ces interruptions-là, que je sentais qu'il n'y aurait pas pu se passer des années passées, ou déranger des années passées, tandis que cette sensibilité-là était là. Pas parce que ma mère n'était pas bilingue. Ma mère était complètement bilingue, mais avec l'âge, on perd cette habilité de communiquer dans les deux langues et elle avait une peur de ne pas comprendre ce que le médecin disait. C'est sûr qu'il y a plus de services en français. On a fait beaucoup d'avancées avec les soins de longue durée pour les personnes âgées à l'île du Prince-Édouard. On a le centre, le Chez Nous, qui accueille maintenant 47 résidents pour les personnes âgées de niveau 2 et 3. On a un aile francophone dans un foyer à Summerside pour les personnes âgées qui sont de niveau 4 ou de niveau plus avancé. À l'hôpital, on peut demander pour un service en français. Ça ne veut pas dire que c'est garanti qu'on va l'avoir, mais ils sont censés d'avoir des personnes qui peuvent venir te dépanner ou être là pour toi pour faire la traduction. On a encore un grand bout de chemin à faire. On a le réseau des services de santé en français qui a un répertoire avec des personnes qui sont bilingues, qui peuvent offrir des services en français, des personnes professionnelles de la santé. Ce réseau-là aide, ce répertoire-là aide parce que parfois, on ne sait pas qui parle français. On est tellement habitué à utiliser la langue de la majorité qu'on oublie qu'il y a des personnes qui parlent français et avec tous les programmes d'immersion, il y a de plus en plus de personnes qui sont capables de parler les deux langues et à l'île du Prince-Édouard, alors on parle à peu près de 15-18% de la population qui parle français à l'île. Ça s'avance, mais c'est regrettable qu'il faut demander pour le service et que ce n'est pas, qu'il n'y a pas quelque chose sur notre carte médicale que quand on va à l'hôpital ou autre, que c'est indiqué. C'est indiqué qu'on est francophone puis qu'on aimerait avoir un service en français. Donc, le plus grand défi qui reste pour les femmes francophones quand on parle santé, qu'est-ce que ce serait? Les plus grands défis, c'est parce qu'on a encore beaucoup d'inégalités. Toutes ces inégalités ici ne changent pas du jour au lendemain, puis je trouve qu'on a encore un grand bout de chemin à faire pour que tout le monde ait accès aux services, qu'importe la situation socio-économique. Quel est votre souhait pour la santé des communautés francophones? Avec la technologie d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison pourquoi on ne peut pas communiquer avec des médecins francophones ailleurs si on n'en a pas de disponible. Mais mon souhait, c'est qu'on ait accès à ces professionnels de la santé d'une manière ou d'une autre. Une personne qui me disait qu'elle avait été pendant 20 ans, elle était victime de violence et pendant 20 ans, elle avait été à des conseillers, mais ils étaient tous anglophones. Et après 20 ans, elle a finalement eu une personne francophone, puis elle a dit ça fait toute la différence. Quel conseil est-ce que la Colette Arsenault d'aujourd'hui donnerait à la Colette Arsenault du temps et à ses amis? Disons les mêmes conseils que j'ai donnés à ma fille qui s'en allait en biologie marine à l'Université de Moncton. C'est comme toutes les portes sont ouvertes au jour d'aujourd'hui.
Ça ne veut pas dire que ça va être facile dans la situation, mais ça n'a pas été facile pour elle parce que quand elle s'en allait sur les bateaux pour l'aquaculture du saumon, les assistants allaient souvent demander au capitaine du bateau, puis il leur disait, c'est pas moi le patron ici, c'est Janelle Arsenault. Si vous avez des questions, vous allez poser des questions à elle. Alors, ça prend beaucoup de détermination pour faire sa marque, pour foncer et pas accepter les réponses comme un fait si on n'est pas d'accord avec les réponses. C'est de continuer de travailler pour apporter des changements dans la société pour qu'on s'aille de plus en plus sur un pied d'égalité quand ça vient à l'accès aux emplois, tous les services qu'on a besoin. Colette Arsenault, merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous écouter et nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, de paix, de santé en français pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à moi.